Cet atelier, ce sera donc sur Jupyter Lite. Et donc moi, c'est Jérémy et on a Pierre ici. Tu fais salut tout le monde. Et cette présentation, elle est également sur GitHub sous forme de repo et sur GitHub Pages. Donc là, c'est vraiment le GitHub Pages pour le repo en question. Voilà. Et vous avez déjà accès matériel, tout ce matériel-là est déjà accessible sur la page UG. Après, on pourra partager le lien de nouveau dans le HackMD commun ou même par mail après. Voilà. Donc, ouais. Donc moi, c'est Jérémy et ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis à Constack. C'est une petite boîte d'une vingtaine de personnes qui a des bureaux à Paris, mais on est également beaucoup à travailler en full télétravail. Et, euh, et on travaille un peu sous le modèle du consulting jusqu'à présent. Donc, on a des contrats avec des entreprises, des universités et des institutions, que ce soit en France, mais également à l'étranger. Et on les aide à régler des bugs dans l'écosystème Jupyter, développer de nouvelles features et avoir des contrats de maintenance parfois. Et donc, on a fait ça depuis le début. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis ici. Et à part Jupyter, on est également très actif dans l'écosystème de CondaForge. Donc, c'est tout ce qui est package management et notamment via l'outil Mamba, qui est un peu un remplacement de la ligne de commande Conda, beaucoup plus rapide, mais qui est compatible avec l'écosystème CondaForge, tous les paquets qu'on trouve sur CondaForge. Alors, CondaForge, c'est pas que Anaconda, c'est pas que Python, c'est un package manager agnostique, c'est-à-dire on peut vraiment installer tout type de paquet, un peu comme sur une distrib Linux également. Et c'est portable, voilà, donc c'est beaucoup d'avantages à ça. Et c'est géré par une communauté également open source, un peu dans le même modèle que Jupyter. Donc c'est pour ça, c'est des valeurs qui se recoupent et, euh, et nous, on est impliqués là-dedans. Et, euh, et avant Constack, j'étais également déjà impliqué dans Jupyter comme contributeur, on va dire, hobbyiste, un peu à côté. Et, euh, et là, à présent, donc, il y a une nouvelle gouvernance dans Jupyter et je fais partie du Steering Software Council. C'est le regroupement des représentants de chaque sous-projet. Donc un représentant, c'est pas quelqu'un qui a plus de pouvoir que quelqu'un d'autre, c'est juste une tête à un moment donné. Et en général, c'est tous les ans, on change, histoire d'avoir un petit peu voilà, de changement et notamment un changement d'affiliation. Donc voilà, nous, c'est comme ça qui fait partie du SSC, mais après, l'année prochaine, il y aura d'autres personnes d'AWS, même de Google, il y a plein de personnes qui font partie qui sont des stakeholders, comme on dit, du projet Jupyter. Voilà. Et pour en revenir à Jupyter Lite, donc c'est un projet qui a commencé un peu pareil à côté en 2021 et qu'on a réussi à continuer à développer jusqu'à présent. Ouais. Ok, donc moi c'est Pierre, je suis maître de conférence à l'université, donc ici, en bioinformatique. Hein. Voilà, je fais ma recherche dans un labo CNRS. Je suis aussi ambassadeur Software Heritage, donc, qui est l'archive universelle des codes sources. Et en fait, moi je suis utilisateur, je ne suis pas du tout développeur, je suis utilisateur de Jupyter-Lite et je vais vous présenter donc surtout un retour d'utilisation dans un cadre d'enseignement. Je vais aussi vous partager ce que les étudiants pensent de cette solution-là. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde connaît les notebooks Jupyter ici? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais utilisé un Jupyter Notebook? Oui, 2 personnes, ok. Euh, ok. Euh, est-ce que Ouais, je me disais, on va le montrer tout à l'heure, ce sera peut-être plus simple. Mais en gros, une interface web qui permet d'exécuter du code. Et le code n'est pas forcément exécuté sur la machine euh, où l'interface web tourne dans un navigateur, mais elle peut être distante, par exemple. Et dans le cas de Jupyter-Lite, l'exécution a lieu dans le navigateur, mais ça, on va le couvrir après. En fait, j'avais des slides sur Jupyter en général, mais je me suis dit, bon, c'est les notebooks, tout le monde connaît, donc elles sont parties. Euh,
Mais c'est pas grave. Donc en fait, si vous voulez euh, peut-être une introduction un peu plus complète, l'année dernière avec Johan, un collègue, on a fait une présentation à la JupyterCon. On a essayé de couvrir aussi un petit peu tout l'écosystème Jupyter en 2023. Je dis bien en 2023 parce que depuis, il y a des choses qui ont évolué aussi, il y a des nouveaux composants et tout ça. On avait créé cette carte un peu pour essayer de naviguer la complexité, on va dire, de Jupyter. Parce que c'est pas forcément que le notebook. J'installe pip install notebook et ensuite je lance la commande Jupyter Notebook et c'est fini. Mais en fait, derrière, il y a tout un tas de choses. Et il y a ce qu'on appelle les kernels, donc c'est les noyaux d'exécution, c'est là où le code va tourner. Les applications, c'est le Jupyter Notebook dans le navigateur web, c'est Jupyter Lab, c'est aussi Voilà pour faire des dashboards à partir de Notebook. Il y a également les widgets qui permettent d'avoir les éléments interactifs dans un notebook. Mais le plus important dans Jupyter, au final, c'est pas vraiment tous les paquets pris en individuel, c'est plutôt le standard du format. Le format de notebook, c'est un format qui peut être utilisé dans plein d'autres clients que ceux qui sont développés par les contributeurs Jupyter. Par exemple, dans VS Code, PyCharm aussi doivent sûrement supporter le notebook. Colab, ils utilisent tous le même IPYNB format derrière. Et il y a le format du notebook, mais il y a également le protocole Jupyter qui permet de standardiser la façon dont le code est exécuté entre une interface, que ce soit web, ça peut même être en terminal, et un noyau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux blocs au centre de tout. Et ensuite, l'écosystème s'articule autour de ça. Et il y a une flexibilité très très grande, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aussi recréer des clients différents à partir de ces petits blocs-là. Voilà. Donc ça, c'est plus pour l'aspect qu'est-ce qu'il y a en dessous de Jupyter. Et donc avec Jupyter-Lite, l'approche est un peu différente. Parce que là, on a vu qu'on n'avait pas beaucoup de paquets. Et en fait, certains donc fonctionnent dans le navigateur, mais certains fonctionnent sur une machine normale. Par exemple, mon laptop ou sur un serveur distant. Et avec Jupyter-Lite, tout fonctionne dans le navigateur via une technologie qui s'appelle WebAssembly. Mais la plupart des choses qui font partie de Jupyter-Lite sont quand même basées sur les paquets qu'on a vus avant, donc qui font partie de la stack Jupyter. Voilà. Donc pour donner une petite idée de ce qu'il y a, donc pour l'exécution du code dans le navigateur, Jupyter-Lite se base sur Pyodide et pour un autre noyau sur le noyau Xus Python. Et donc Xus Python, c'est un noyau qui peut être utilisé dans un Jupyter normal également. Et pour l'interface, c'est du Jupyter Lab et du Jupyter Notebook. Voilà. Donc Jupyter normal, ça fonctionne comme ça. Donc on a un utilisateur, il utilise un navigateur. Le navigateur communique avec un serveur via HTTP et des WebSockets. Et le serveur est responsable pour récupérer les fichiers notebook et ensuite faire passer les messages qui viennent du navigateur vers le noyau et récupérer les résultats d'exécution, les side effects, par exemple s'il y a des choses qui sont affichées via un print, via des outputs par exemple. Donc ça revient vers l'utilisateur. Et dans Jupyter-Lite, l'approche est similaire, avec la différence, c'est qu'en fait tout tourne dans le navigateur. Donc il y a quand même la notion de serveur, même si c'est vraiment un serveur très très léger, qui est implémenté juste pour faire les fonctionnalités basiques. Et les noyaux tournent dans le navigateur également, et les fichiers sont les mêmes. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir au final, c'est que Jupyter-Lite, se base vraiment sur le maximum d'outils qui existent déjà. L'idée, c'est pas de recréer quelque chose de nouveau, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui a été fait jusqu'à présent mais le distribuer d'une façon différente. Voilà. Oui, juste peut-être ça, je pense que c'est la partie la plus importante à comprendre, c'est que quand vous installez Jupyter Lab sur votre machine, eh bien c'est votre processeur qui va
c'est le Python qui est installé sur votre machine qui va fonctionner pour vous renvoyer un résultat graphique dans votre navigateur, parce que vous savez que JupyterLab, souvent, on utilise via le navigateur. Quand vous avez un JupyterLab qui est installé sur un serveur web, sur un serveur de calcul externe, c'est le serveur de calcul qui va faire toutes les manipulations, les calculs en Python, etc., et qui va vous renvoyer les résultats dans votre navigateur. Et là, l'originalité, c'est que vous allez pouvoir faire l'équivalent, mais tout va fonctionner dans votre navigateur. C'est-à-dire qu'il y aura un Python, il y aura un mini Python dans le navigateur web. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'installation, que ce soit une installation locale sur votre machine ou une installation sur un serveur distant de calcul, par exemple. Donc, tout se fait dans le navigateur. Donc, il y a des limitations, mais aussi beaucoup d'avantages. Et donc, tout ça, c'est grâce à WebAssembly, donc qui à présent fait partie des standards web. Donc on a HTML, CSS, JavaScript et maintenant WebAssembly. Voilà, donc c'est quelque chose qui est compris par les navigateurs, tous les navigateurs modernes maintenant. Et donc ici on voit que le but de WebAssembly, c'est vraiment de pouvoir prendre des programmes qui ont été écrits dans d'autres langages et de les porter vers le web. En fait, c'est même l'avantage principal, c'est même plus ça, la portabilité et pouvoir utiliser du code ancien que les aspects performance au final. Il y en a beaucoup qui voient WebAssembly comme quelque chose qui pourrait être plus rapide que JavaScript dans le navigateur. C'est vrai dans certains cas, mais dans certains cas, JavaScript est encore beaucoup plus rapide parce qu'il y a eu énormément de recherches et de temps passé à optimiser le JIT et l'exécution de JavaScript dans un Chrome, par exemple. Et c'est vrai que l'aspect, moi aussi, je trouve que l'aspect de WebAssembly qui est le plus prometteur, c'est vraiment pouvoir prendre des vieilles libs et de les recompiler et elles marchent sans avoir besoin de les réécrire. Voilà. Et dans le cas de Python, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le projet Pyodide qui a démarré il y a déjà quelques années, hein, au moins plus de 5 ans, je pense. Ouais, c'était quelqu'un de Mozilla, Matt Drodboom, il me semble. Et ça faisait partie du projet Iodide. Ils avaient également un Iodide Notebook, mais malheureusement, ils ne pouvaient plus développer Pyodide à temps plein. Donc ça a été repris par la communauté, mais quand même un petit peu après. Et donc Pyodide, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le code de CPython et ensuite c'est compilé en WebAssembly via un compilateur qui s'appelle Enscripton. Et donc, ça a été comme ça pendant longtemps. Au début, ça fonctionnait pas vraiment beaucoup. Il y avait plein de choses qui étaient pas là ou qui marchaient pas. Mais depuis quelques années déjà, maintenant, c'est vraiment très utilisable. Et il y a eu un gros progrès fait sur le fait de pouvoir tourner Python dans le navigateur. Il y a également beaucoup de coopération avec les contributeurs Python Core, ceux qui bossent sur Python même, pour pouvoir avoir la compilation WebAssembly intégrée dans leur CI, donc directement dans Python, dans le repo Python. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les développeurs et notamment des patchs qui sont remontés justement dans Python même grâce à ce projet-là. Donc ça bénéficie vraiment l'écosystème Python. Donc on a Pyodide, mais on a également à côté de ça une autre approche qui utilise le noyau Xus Python. Xus, pour faire rapide, c'est une réimplémentation. C'est un framework en fait pour développer des noyaux Jupyter qui a été écrit donc en C++. Pourquoi C++? Là, il peut y avoir l'aspect performance, mais c'est surtout l'aspect interopérabilité. Donc être capable de pouvoir réutiliser plein de langages, de libs qui existent déjà parce qu'elles sont écrites en C ou en C++. Et donc SysPython, c'est un interpréteur pour Jupyter de Python écrit en C++ et qui peut également se compiler en WebAssembly maintenant. Voilà. Et pour la gestion de paquets, ça utilise une variante de CondaForge qui s'appelle Enscriptonforge. Donc on en reparlera un petit peu après. Voilà, donc la carte qu'on avait tout à l'heure, un petit peu remaniée, ressemble à ça pour JupyterLite. Pas tout détaillé, mais c'est un peu réarranger les blocs. Et encore, voilà la grande boîte navigateur tout autour. Les avantages de cette approche-là, c'est que on n'a pas besoin d'avoir un serveur Python quelque part. Il n'y a pas besoin de taper des lignes de commande pour les utilisateurs surtout. On n'a pas besoin d'ouvrir un terminal, de savoir quelle commande taper.
Il n'y a pas besoin d'installer Python en local. Ça, c'est souvent, ça peut prendre des fois très longtemps dans les tutoriels, les TP et tout ça, pour juste avoir une install de Python et que tout le monde utilise la même version aussi, ça, c'est pas gagné. Mais donc avec ça, c'est beaucoup plus facile d'exposer quelque chose qui est le même pour tout le monde. Et ça peut être hébergé comme un site statique. Un site statique, c'est, pour faire simple, une collection de fichiers qui peut être hébergée sur, par exemple, le GitHub Pages ou sur un CDN et qui a besoin d'un serveur web simple HTTP pour pouvoir juste servir les fichiers. Voilà. Donc, ouais, petite histoire rapide du projet. Commencé en 2021, voilà, c'était la première expérience, c'était pour recréer un Jupyter Lab un petit peu plus minimal, avec moins de choses, juste un notebook. Et au début, c'était branché à un noyau qui permettait de faire du P5 JavaScript. Je ne sais pas si vous connaissez la librairie P5, c'est quelque chose qui est assez sympa, notamment pour ceux qui apprennent à coder. Ça permet de faire des animations, d'utiliser un canvas dans le navigateur et créer des choses un peu plus visuelles, mais c'est du JavaScript, voilà. Et ensuite, un peu plus tard, quand Pylodide a commencé à être bien un peu plus mature, on a intégré Pylodide dans Jupyterlite. Et donc, ce développement, ça a été fait. Donc, on a initié un peu ça. Moi, c'était plus un side project à cette époque-là. Et on a eu beaucoup de contributions aussi de Nick Bolveg, qui fait partie de la communauté Jupyter depuis très longtemps également. Et ensuite, on a réussi à trouver quelques financements par-ci par-là, mais pour l'instant, ça reste le temps passé dessus est largement non financé. Donc, c'est vraiment plus un investissement fonds propres, on va dire, sur le développement, la maintenance et tout ça. Même si récemment, Bloomberg a réussi à nous financer pour des développements, notamment sur le packaging des paquets Python en WebAssembly. Voilà. Et donc là, actuellement, on réfléchit également à essayer de faire en sorte que Jupyter devienne un peu plus, fasse partie des projets, par exemple, comme Jupyter Lab, directement pour éviter d'avoir un peu trop de distinctions et pour avoir des cas d'usage un peu plus avancés comme des déploiements hybrides où on aurait à la fois des noyaux qui tournent dans le navigateur mais des noyaux distants. Voilà. Donc c'est un peu les chantiers actuellement, c'est un peu ça. Et l'avantage, voilà, c'est j'ouvre un navigateur, je mets l'URL et en quelques secondes, j'ai accès à une interface Jupyter. Donc pour avoir ce résultat-là, donc le site web statique, il existe un outil en ligne de commande qui s'appelle Jupyter-like Core et il est disponible sur PyPI et aussi sur CondaForge. Et si on l'installe et on lance la commande de build, on arrive avec un ensemble de fichiers comme ça sur le disque qui contient donc tout ce qu'il faut pour faire tourner un Jupyter-Lite dans le navigateur. Donc c'est notamment du JavaScript, du JSON aussi en fichier statique, du CSS, des data et du WASM. Ouais. Ouais, vous mettez tout ça sur un serveur web, quel qu'il soit, aussi basique et simple soit-il, eh bien, vous aurez ce qu'on vous a monté à l'écran. Donc, en vous connectant à cette adresse, à l'adresse de votre serveur web, vous aurez un JupyterLab directement fonctionnel dans le navigateur. Plusieurs fois, j'ai un Python et... Alors, les kernels, justement, on va en discuter. Aujourd'hui, tu as un kernel Python. Donc, les kernels, on en parle depuis tout à l'heure, hein, c'est à peu près la même chose qu'un langage de programmation. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on va dire on peut faire cette approximation. Ouais. Donc, vous avez Python aujourd'hui. Vous avez même deux versions de Python différentes. Vous avez Exos et puis Pyodide. On reviendra après sur les détails et pourquoi il y a d'ado. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Tu as du JavaScript. Qu'est-ce qu'on a comme kernels qui sont portés sur... Alors, il y a eu Lua aussi. Lua, ouais. Il y a SQLite. SQLite. Ouais. Et il y a également les gens qui bossent sur WebR, donc la version de R en WebAssembly, on en fait un. On n'est pas directement appliqué dans WebR, mais on a commencé à travailler sur un noyau R aussi qui va fonctionner dans Jupyter-Lite, mais en se basant sur l'écosystème Conda. Voilà. Et au niveau des paquets Torah, etc., si c'est juste Python, je fais rien avec. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, Pyodide, c'est pour ça que c'est un kernel, donc c'est un peu plus qu'un langage. C'est-à-dire que Pyodide, par exemple, c'est Python plus énormément de bibliothèques déjà compilées en WASM, déjà portées en WASM. Soit c'est des purs paquets Python, dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de les compiler parce qu'ils sont trans-plateformes.
soit c'est des paquets en C où il y a du C derrière, donc ça, ils sont recompilés en WASM. Donc Pyodide, en fait, c'est du Python plus plein d'autres paquets. Tu peux penser Matplotlib, Pandas, NumPy, BioPython, enfin vraiment beaucoup, request, enfin bon, c'est autre chose, mais plein de choses. Et à chaque nouvelle version de Pyodide, ils mettent à jour la version de Python et aussi de tous les paquets qui vont avec. Voilà. Mais il y a aussi un mécanisme pour dans Jupyterlite, ça tu me montreras peut-être tout à l'heure, pour aller importer, installer d'autres paquets Python, mais il faut qu'ils soient, soit c'est des purs paquets Python, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, soit s'ils ont du C ou du autre chose, il faut qu'ils aient été compilés pour Wasm. Sinon, évidemment, ça ne marche pas, parce que Wasm, c'est un exécutable, enfin, c'est un outil d'exécution. Mais ça, Ouais. Alors oui, la partie la plus complexe dans tout ça, c'est vraiment le packaging, hein. On est d'accord. Il y a plein de paquets qui fonctionnent pas actuellement dans le navigateur, mais il y en a beaucoup qui fonctionnent et qui sont utiles dès à présent et qui font le job pour la plupart, pour beaucoup de cas d'usage, hein. Donc voilà. C'est un peu la situation actuelle. Le gros avantage, donc, c'est la facilité de déploiement. Comme on a dit, on se retrouve avec un ensemble de fichiers et on peut le mettre à peu près partout où des services proposent l'hébergement de fichiers statiques et qui peuvent être servis comme GitHub Pages, GitLab Pages, mais également des services qu'on voit plus souvent pour du côté front-end comme Vercel ou Netlify, ça fonctionne aussi, ou bien même un bucket S3 hein, sur Amazon, AWS. Voilà, donc les cas d'usage principaux, une fois qu'on a un déploiement quelque part, donc ici sur GitHub Pages, on peut par exemple via une iframe l'intégrer dans un blog. Donc là, le screenshot, c'est un blog Jekyll avec ce snippet-là, et ça permet d'avoir un REPL Python sur un site statique aussi. Donc ça, pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup à Webar, qui est l'équivalent Wasm pour R en ce moment. Aujourd'hui dans Webar, on a un REPL comme ça, donc c'est read, execute, print et loop. Voilà, c'est une boucle de on exécute quelque chose, enfin on entre quelque chose, on l'exécute et puis on l'affiche, etc., etc. Donc voilà, donc là vous l'avez en live. En fait, là, c'est intéressant parce qu'on l'a en live parce que la présentation, c'est du HTML et on a mis le code snippet qu'on a vu avant pour l'iframe et on peut exécuter du Python ici. Voilà. On peut en profiter pour montrer comment installer, que je ne me trompe pas, un paquet supplémentaire à la volée. Donc ici, si on installe un PyWidgets, on peut ensuite, par exemple, créer un slider. Donc, on a un slider. On peut même faire une deuxième vue pour le même slider et ensuite on peut manipuler. Ça, c'est assez nouveau d'ailleurs, ce support de widgets dans les petites consoles. Voilà, il y a quelques mois seulement. Mais c'est super pratique pour tester 2-3 trucs comme ça. Donc là, qu'on soit bien d'accord, on recommence. Hein, c'est pas du tout le Python. Alors évidemment, Jérémy, il a Python installé sur sa machine, hein, mais c'est pas du tout le Python sur sa machine qui tourne. On enlève le plein écran. Voilà, et en fait, voilà, vous voyez que c'est dans un navigateur web. On est sur une page sur GitHub là, je pense. C'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est pas GitHub n'a pas Python installé sur son service web. On est d'accord. C'est vraiment là la partie navigateur. Et d'ailleurs, si vous voulez l'essayer vous-même, vous allez sur numpy.org. NumPy, tout le monde connaît NumPy. Bon, quand on parle de Python dans tout ce qui est écosystème scientifique, NumPy, c'est limite installé par défaut tout le temps. Et donc, si on scrolle juste un petit peu, on voit le même REPL ici. Et l'idée, c'est de pouvoir... D'ailleurs, ils ont rajouté un bouton copie, très pratique, de pouvoir faire ça ici également. Alors, il faut attendre quelques secondes pour avoir les fichiers qui chargent dans le navigateur. Voilà. Donc là, on a l'exécution 1, 2 et le NumPy Array qui en suit. Donc ça permet par exemple à les développeurs de NumPy d'offrir à leurs utilisateurs la possibilité de tester vraiment l'API NumPy sans se prendre la tête et sans même installer NumPy en local.
Voilà. Donc il y a NumPy, mais il y a également... Alors c'était quoi ça? Ah oui, il y a eu du développement sur... j'ai pris une vidéo parce que il me semble qu'elle n'est pas encore, c'est pas encore disponible, mais c'est sur SciPy. Ouais. Sur SciPy, il y a eu du développement pour faire à peu près la même chose. Donc tous les exemples dans SciPy, dans la doc, et ça doit être sur la version dev, je pense, de la doc. Il y a un bouton pour pouvoir afficher un notebook comme ça et pouvoir tout de suite tester SciPy dans le navigateur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, SciPy, donc c'est tout ce qui est l'écosystème, enfin, ça fait partie de l'écosystème scientifique de Python. Bah là, vous pouvez tester des fonctions de SciPy directement sur leur page de doc sans vous-même avoir installé SciPy. Et donc, c'est quand même vachement plus pratique que d'installer vous-même SciPy et puis dire, ah bah ça répond pas à mon besoin ou c'est pas ça que je veux, etc. Exactement. Et donc là, on parlait aussi tout à l'heure de Mist. Donc ici, c'est un autre exemple de l'intégration de JupyterLite dans quelque chose qui ressemble pas à un notebook. Donc ici, c'est vraiment une page HTML qui utilise Mist. Et on a donc les widgets qui fonctionnent également dans le navigateur. Voilà. Donc ça permet de faire, par exemple, un papier interactif, reproductible, qu'on peut envoyer sous forme de HTML à d'autres personnes et qui n'a pas besoin de serveur pour fonctionner. En tout cas pour l'interactivité. Voilà. Donc ça, c'est voilà, les cas d'usage. Il y a également énormément d'utilité dans tout ce qui est éducation. Un des projets en France qui utilise cette approche-là s'appelle Capital. Ils utilisent également Pyodide pour faire tourner du Python dans le navigateur et ils ont une interface notebook qui est en train d'être transitée vers JupyterLite à un moment dans le futur pour faire apprendre le Python aux lycéens. Et Paris-Saclay, donc principalement Nicolas Thierry qui fait des tutoriels en utilisant ça également. UC Berkeley, ils ont également commencé à regarder pour transformer leur cours de Data 8 qui utilise un Jupyter Hub actuellement, donc avec beaucoup d'utilisateurs, et ça leur permettrait de simplifier un petit peu ça et d'avoir moins de maintenance d'un point de vue serveur. À Grenoble, il y a le projet Labenbook qui permet d'avoir des sortes de petites cellules sur un site web également statique et avoir des code blocs qui permettent de faire de l'exécution de code. Et le dernier, oui, c'était un cours aussi de master, une personne que j'avais rencontrée à Grenoble qui avait développé ça en se passant sur JupyterBook et JupyterLite. Voilà. Il y en a sûrement plein d'autres, mais voilà, ça c'est ceux qui venaient à l'esprit, qui reviennent assez souvent. Voilà. Alors, juste pour info, hein, donc Capital, donc ça, c'est plutôt dans l'enseignement secondaire. Et donc aujourd'hui, tous les lycéens de France, si vous savez, si vous êtes au courant, les lycéens et lycéennes doivent faire un peu d'initiation à Python, soit via le cours de maths, soit via le cours de SNT ou SNI. Et en fait, se pose toujours la question du déploiement de Python. C'est-à-dire comment je fais pour mes élèves puissent utiliser Python. Est-ce qu'il faut qu'ils l'installent sur la machine? Est-ce que j'ai un gros serveur qui est déployé dans mon établissement, dans mon académie, etc. Donc Capital, en fait, ça tue le game parce qu'en fait, c'est un projet de l'académie de Versailles ou de Paris. Je vais sans doute dire des bêtises, donc je dis les deux. Ça a commencé dans la région parisienne. Voilà, et en fait, comme c'est basé sur cette genre de technologie, c'est facile à déployer parce qu'en fait, ils l'ont déployé pour leur propre académie, mais en fait, en faire en sorte aussi, ensuite que toutes les académies de France l'utilisent, ça coûte rien parce que derrière, c'est juste un serveur web en fait. Et donc, un serveur web, c'est fait pour encaisser des tonnes et des tonnes de connexions chaque heure. Donc, c'est pas du tout, ça consomme, il n'y a pas de serveur qui fait des calculs en fait. C'est juste un serveur web. Et les serveurs web, on connaît très bien, on sait faire pour qu'ils puissent encaisser beaucoup de requêtes d'un coup. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les académies de France utilisent Capital pour les cours de maths, pour les cours de programmation, par exemple, notamment via Python. Ouais.
Voilà, donc ça c'était un petit tour de Jupyter-Lite. En gros, ça fait à peu près les mêmes choses que Jupyter normal. Selon les paquets qui sont disponibles en WebAssembly, ça fait moins de choses, évidemment. Mais d'un point de vue interface, il y a beaucoup de choses qui qui fonctionnent dans Jupyter-Lite comme dans JupyterLab. Sauf quelques points qui sont sur lesquels on travaille actuellement. Donc là, par exemple, on va voir un prototype de terminal dans le navigateur également. Donc ça, c'est Yann Thomas qui travaille également à Constack qui a principalement bossé dessus. Terminal type bash ou Ouais, au type bash, ouais. écran Voilà. pas une console Python. Non, normalement la démo fonctionne, donc on va regarder ça juste après. Nicolas, qui est également à Constack, qui est en train de bosser sur une version de Jupyter AI pour Jupyter-Lite. Jupyter AI, c'est l'IA pour Jupyter en général. Et ça fonctionne avec JupyterLab et Jupyter Notebook, mais ça demande d'avoir un serveur Python. Donc, nous, on essaye de voir comment on peut avoir les mêmes features, mais dans Jupyter-Lite, donc sans avoir besoin de backend. Il y a également du travail sur tout ce qui est édition collaborative. Donc, c'est David, également à Constax, qui travaille là-dessus. L'approche ici est différente de l'édition collaborative qu'on peut trouver dans Jupyter Notebook et JupyterLab. Comme il n'y a pas de serveur central pour pouvoir gérer l'édition collaborative, on passe par WebRTC. Donc ça aussi, j'ai une démo, normalement, ça devrait fonctionner. On va pouvoir tester tous ensemble d'ailleurs, juste après. Donc, juste édition collaborative, c'est bien ce que vous pensez, c'est-à-dire que Ouais. c'est comme Google Doc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui vont se connecter au même notebook Jupyter, qui vont pouvoir interagir sur le code, sur le markdown, ce que vous voulez. Exactement. Et ensuite, il y a ce dont on parlait juste avant, le packaging. Voilà. Donc, Emscript and Forge, c'est CondaForge, mais pour WebAssembly. Et là, on a aussi quelques personnes de Consta qui travaillent dessus. Donc, essayer de faire en sorte que plus de paquets puissent être utilisés dans le navigateur, mais également, à terme, on ait une fusion des deux, c'est-à-dire que Emscript Forge disparaît et que tout sera fait via CondaForge avec Emscript comme une plateforme supplémentaire en fait, comme Linux, Windows, Mac, et voilà, ça se rajouterait en fait à la liste de plateformes. Et donc oui, XusR, on en parlait rapidement avant, il y a également du travail là-dessus actuellement, mais on n'a pas encore de prototype qui fonctionnel. Mais ça ne saurait tarder, j'espère. Voilà. Alors, pour le terminal, d'ailleurs, le terminal, vous pouvez le tester et vous-même aussi, hein, si vous voulez, c'est sur cette URL-là. Et voilà, donc ça c'est Jupyter-Lite. Avant, on n'avait pas cette icône-là, maintenant on peut l'avoir. Et donc là, si je fais un ls, je peux voir les fichiers qui sont ici. Donc ça, c'est aussi un des... comment dire, c'était une des contraintes qu'on voulait respecter, c'était d'avoir une visibilité sur les fichiers qui sont créés ici et de les voir dans le terminal et vice-versa. Si je fais un nouveau fichier ici, il est créé là et je peux rajouter du contenu et ensuite utiliser ça pour le voir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un... Là, on part, par exemple, si on a un cours d'initiation à la ligne de commande sur Linux, on peut utiliser ce genre de choses. Sans que les étudiants installent quoi que ce soit sur leur machine. Tout se passe sur le navigateur. Donc, Voilà, on a également alors peut-être l'autocomplétion. Ouais, et puis sur les fichiers que vous voyez sur la gauche, là, donc ça c'est un petit explorateur de fichiers à gauche, et vous voyez avec la commande ls. En fait, ça par contre, c'est pas votre ordinateur, d'accord? Encore une fois, le navigateur n'a pas le droit, pour des raisons de sécurité, d'accéder à vos fichiers, sauf exception très précise. Voilà, il y a des API qui permettent de le faire, mais ça Par défaut, c'est pas le cas. Donc en fait, c'est un mini file system qui est créé dans, encore une fois, le navigateur. Donc ce qui fait que vous n'allez jamais pouvoir mettre des fichiers qui font plusieurs mégas, enfin plusieurs gigas ou terras, évidemment, dans ce système-là. Mais ça permet quand même de manipuler des relativement petits fichiers, des fichiers CSV, ça pose aucun souci. Ouais. Et donc là, Il y a des fichiers. pour Recharger nos fichiers. ouais. Le bouton plus, là, ça va. Ouais, on peut ici le bouton upload. Ouais,
ce que ça fait, c'est ça les Ça va les l'importer dans ton, Voilà. dans ton espace de fichiers virtuel. upload, c'est un peu un grand mot, mais ce qui se passe, c'est que ça va l'importer dans le navigateur et c'est stocké dans Je peux faire un TP. ouais. Mm. Et c'est également possible de précharger des fichiers. Donc là, on a vu qu'il y avait des fichiers qui existent déjà. Au moment de la création du site, on peut dire on voit tel fichier, tel fichier. Voilà. Ouais, et ça, c'est important. C'est juste, souvenez-vous que vos navigateurs, en fait, ils sont exposés sur le monde entier. Et donc, en fait, depuis des années, on a ajouté énormément de couches de sécurité pour que tous vos navigateurs, ils soient des sortes de boîtes étanches, de façon à ce que si vous allez sur un site qui a un virus, ça ne vienne pas vous pourrir votre machine. Ça va peut-être abîmer le navigateur, mais ça ne sortira pas du navigateur. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc là, l'idée, c'est de s'affranchir de ces mesures de sécurité dans une zone autorisée. Exactement. Donc là, il y a les commandes habituelles, on va dire. Donc ça, c'est les commandes de core utils qui sont compilées en WebAssembly. Mais il y a également la possibilité de compiler de l'UA. Donc là, si on fait un fac Lua, donc là, il nous dit il faut passer un input. Donc si on met 5, ça nous retourne 120. Voilà. Donc ça permet de faire aussi du Lua comme ça, en lancer un programme. Et la vision à long terme, ça serait de faire en sorte que on puisse rajouter des commandes un petit peu de façon un peu plus modulaire. Donc si jamais on a envie d'avoir un autre programme, de le compiler en WebAssembly, que quelqu'un puisse le faire sans que on ait besoin de l'intégrer nous dans le terminal, donc d'avoir un aspect un peu d'extension, on va dire, de commande, en passant par NStreamForge et CondaForge, voilà. Est-ce que ils ont pas. Il n'y a pas tous les utilitaires Linux dedans. Non, mais il y en a quelques-uns qui sont déjà voilà. Donc si on fait aussi par exemple ça, on peut faire un pipe et on peut faire un sort, voilà. Donc il y a des choses comme ça qui sont utiles. On peut même faire aussi je crois que la fonction grep est également disponible. Ouais, grep est également disponible. Ouais, je sais plus si c'est documenté sur le terminal. Voilà, c'est le repo sur lequel on développe ça. Si vous voulez le tester, peut-être qu'on pourra lister un peu les commandes. Pas besoin de machine. Voilà, bah, bon, encore une fois, c'est très limité, on est d'accord. Témoigner dans ce sens-là, nous, dans ma communauté qui est plutôt bioinformatique, on a, moi je connais voilà, quelqu'un qui, donc Robert Aboukaville, qui lui s'amuse à compiler des outils qu'on utilise en bioinformatique en Wasm, et donc on pourrait imaginer par exemple qu'on puisse après injecter ces outils-là dans le terminal de façon à le rendre disponible par exemple. Donc voilà, il y a des communautés qui ont commencé ce travail progressivement évidemment. Voilà. Ok. Des questions sur terminal ou Non. ouais. Quoi? Ouais, exactement, ouais. Et du coup, bon, c'est le moment de la live démo. Donc là, c'est l'édition collaborative, c'est souvent celle où on voit si ça marche ou pas. Donc, ouais, si je l'affiche en grand, peut-être que si vous connectez sur ce lien, on va voir si ça fonctionne. Ouais. Il est un peu long. On aurait pu faire un petit bit.ly, mais ou sinon, si vous cherchez Jupyter Shared Drive dans Google, en mettant GitHub derrière, on peut tomber dessus. Donc, c'est davidbrochard.github.io/jupyter-shared-drive/lab/index.html. Ok. Donc là, je crée un nouveau fichier. Donc, je vais le montrer d'abord sur mon écran en faisant une navigation privée. Voilà. Donc, si je copie l'URL ici, que je la mets ici. Donc là, ça, c'est une navigation normale à gauche. Peut-être dézoomer un peu. À droite, c'est une navigation privée. Donc, il ne faut pas utiliser le navigateur, le système de fichiers ici, mais celui-là, c'est séparé, en tout cas pour l'instant. Ok. Voilà. Mais je peux l'ouvrir et je tape à droite. Et j'ai. Donc là, les deux navigateurs se parlent, mais c'est pas le même navigateur. Il y a un navigateur en classique et un navigateur en mode privé. Donc, Ça veut quelqu'un si je veux ouvrir, Ok. voilà, et ensuite peut-être appuyer sur le bouton de refresh, à voir si vous voyez ce fichier-là. Qui l'a? Qui s'est connecté? C'est de se connecter? Ah, ok. Attends. Non, c'est pas. Ouais. Là, il y a remis un data.txt, mais. Et si en cliquant tout en bas ici, dans le. C'est Jupiter Shared Drive là, Exponential. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça. Bon, c'est pas grave. Ça a fonctionné sur ma machine, c'est principal. Je déconne.
Voilà. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ouais. Ça, c'est un truc en développement, hein, pour être franc. Hein. Ouais, mais c'est prometteur parce que là, du coup, on peut s'affranchir vraiment des. Bon, il faut quand même un petit serveur qui tourne quelque part pour ce qu'on appelle le signaling du WebRTC. Donc ça, on va le passer, hein, c'est un peu des détails. Voilà. Et je pourrais vous montrer tout ce qui est IA, mais là, peut-être pour accélérer, j'avais un screencast où l'idée, c'est d'intégrer les fonctionnalités qu'on a dans des éditeurs modernes, de tout ce qui est complétion et également de chat. Donc, on a développé également un Jupyter Chat qui ne fait pas que de l'IA, mais qui peut être utilisé pour discuter avec d'autres personnes en édition collaborative. Et là, on peut parler avec des modèles de langage et ensuite utiliser le compléteur du type Copilot dans les notebooks. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent maintenant. Se donner une clé d'API. Et voilà. Le seul problème, entre guillemets, c'est que ça demande un petit peu de setup parce qu'il faut aller chercher sa clé sur OpenAI, Mistral, tout ça. Et, ou alors avoir un Llama en local, mais on n'a pas encore d'extension pour pouvoir, en tout cas dans Jupyter-Lite, ça fonctionne pour Jupyter AI. Mais il y a encore un petit peu cette friction, on va dire, de setup. Voilà. Ça, c'était au cas où. Ceci, hop, voilà. Et donc là, d'ailleurs, peut aller du retour. Assez rapide, hein, somme toute, sur voilà, un cours d'introduction à la bioinformatique à l'université pour des étudiants de L1, donc de première année à l'université. Donc l'an dernier, ils étaient une quarantaine à peu près, donc 2 groupes. Donc avec pas du tout un background ou un contexte d'informatique, hein, c'était des biologistes et des chimistes. Donc ils venaient de ces 2 UFR-là. Et donc, dans ce cours de bioinformatique, moi, j'avais 2 fois 2 heures d'introduction à la programmation Python. Donc, vous voyez bien que c'était court, hein, donc c'était vraiment qu'une intro. Et donc, du coup, moi, j'ai choisi d'utiliser déjà des notebooks Jupyter pour le côté interactif. C'est vrai que pour un débutant, c'est quand même agréable de taper une commande et tout de suite avoir le résultat de la commande. Et puis, sur la capacité aussi, mais ça, c'est plus pour moi quand je fais des notebooks, plutôt que pour mes étudiants et mes étudiantes, eh bien, de raconter un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avant de mettre une ligne de code, j'explique en quelques mots de français, avec voilà, une vraie phrase, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, etc., etc. Et par contre, voilà, nous à l'université, effectivement, voilà, c'est des fois difficile de demander l'installation de tel ou tel logiciel sur tels ordinateurs de telle machine de TP, parce que voilà, on n'a pas toujours le personnel disponible, ou alors il faut s'y prendre 6 mois à l'avance, et 6 mois à l'avance, je ne sais pas du tout ce que je vais faire pendant mon TP, pour être franc avec vous, ça se décide en général 1 ou 2 semaines avant. Dans le meilleur des cas. Donc voilà, il y avait cette contrainte-là qui était forte. Donc auparavant, moi j'avais testé une solution qui s'appelait MyBinder, donc qui est vraiment pas mal, qui permet en fait à partir d'un dépôt GitHub ou GitLab d'aller construire automatiquement dans le cloud une machine virtuelle. En fait, c'est une image Docker qui était ensuite lancée. Et puis vous aviez un serveur JupyterLab comme ça dans le cloud. Ça marche, c'est super bien. Sauf que c'est en fait, il n'y a pas de magie. C'est des crédits gratuits. En fait, c'est des gens c'est des consortiums qui ont décidé de mettre de l'argent sur ces crédits-là. Donc, à un moment donné, quand les crédits sont épuisés, il n'y a plus de disponibilité de machines virtuelles. Et puis, à chaque fois que je faisais, moi, un commit, et ça m'arrivait de modifier en permanence mes notebooks, eh bien, ça reconstruisait l'image quand je me connectais. Et des fois, ça pouvait prendre plusieurs minutes. Et donc, du coup, moi, ce que je faisais avant chaque TP, c'est que je me reconnectais 1 ou 2 fois. Je touchais plus à rien. Je me reconnectais 1 ou 2 fois pour vérifier que les images déjà étaient construites et qu'elles étaient en cache. Il y a un système de cache, par exemple, dans MyBinder qui est géolocalisé. Donc, plus tu appelles MyBinder à un endroit, plus ça va mettre les images dans un cache géographiquement proche. Donc, encore une fois, c'était des ressources informatiques complètement gratuites. Donc, ça, c'était fantastique, mais qui étaient évidemment limitées et surtout limitées de manière arbitraire. Je n'avais pas la possibilité de réserver quoi que ce soit. Et donc, depuis 2023, en discutant avec Jérémy, j'ai tenté ça. Donc déjà, le côté facile, c'est que le côté sympa, c'est que c'est très très facile à déployer. C'est-à-dire que moi, je mets tout mon matériel de cours sur un dépôt GitHub public. On peut faire la même chose avec GitLab. Et après, il y a un mécanisme de CI, donc d'intégration continue, qui va construire des pages web qui sont hébergées sur GitHub, qui s'appelle GitHub Pages. Donc moi, mes étudiants, ils n'ont rien besoin d'installer.
Et donc ça, c'est quand même super simple pour eux. Et surtout, ce que je me suis rendu compte sur la typologie des usages, c'est qu'ils vont faire leur TP, évidemment, avec moi en TP. C'est la moindre des choses. Donc sur les machines des salles informatiques de l'université. Mais il y a certains m'ont dit qu'ils travaillaient aussi dans les bibliothèques, dans les BU, parce que dans les BU, de plus en plus, il y a des ordinateurs en libre accès, mais évidemment pas avec Python dessus, hein, mais au moins un navigateur. Et puis certains disaient, bah, moi, je finis mon TP ou je veux continuer mon TP à la maison. Et donc là, évidemment, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont comme matériel. Voilà. Donc, et le truc pas mal aussi sur l'aspect notebook, c'est que depuis 2024, il y a une extension, si vous préférez, qui s'appelle Jupyter Quiz, qui permet de faire des quiz un petit peu interactifs dans un notebook Jupyter classiquement, mais maintenant c'est porté dans Jupyter Lite. Et donc, je vous montrerai peut-être un petit démo rapide tout à l'heure. Donc voilà. Alors, ben justement, hein, c'est le moment de la démo. Donc, ce qui est bien aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut partager les choses. C'est-à-dire que là, moi, je vous ai mis mon dépôt GitHub. Vous pouvez connecter, pas maintenant, mais vous pouvez vous connecter, ouais. Le truc, c'est que c'est public. Et en fait, moi, je ne vais pas vous en vouloir. Il n'y a pas d'authentification. Donc, je ne vais pas vous en vouloir. Au contraire, je suis plutôt content si vous allez vous connecter sur ce cours-là. Alors, vous verrez, c'est très orienté bio, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est facile de partager une ressource. Je me fous de qui va se connecter à cette ressource-là parce qu'elle consomme très peu. C'est hébergé chez GitHub par ailleurs. Donc, il n'y a pas de barrière. Donc, quand on veut faire aussi je trouve, moi, des cours un petit peu ouverts à qui veut, ben, moi, je trouve que c'est aussi une bonne solution. Et moi, j'aime bien pas discriminer sur une ressource particulière. Alors, je vais essayer de faire... Hop, attends, je suis un peu perdu. Amina Lamberto, tu peux ouvrir le notebook sur la liste, excuse-moi, Jérémy. Celui-là. Ouais. Donc ça, c'est un notebook Jupyter où j'explique un petit peu, vous voyez, encore une fois, il y a la partie literate où j'explique un petit peu ce que je veux faire, etc. etc. Donc, tu peux m'exécuter les trois premières cellules. Excuse-moi, je te le demande. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que vous voyez, il y a une petite étoile. Donc, ça, c'est un notebook Jupyter, pour ceux qui ne connaissaient pas. Vous voyez qu'à gauche, il y a un square bracket, donc je sais pas comment. Des crochets. Avec une petite étoile, ça veut dire que la cellule est en cours d'exécution. Et quand vous lancez un notebook pour la première fois, ça met juste quelques secondes, tout simplement parce qu'il faut que le kernel se lance. Et donc là, ça, vous êtes en train de faire, vous, de suivre mon cours de Python. Vous pouvez le lancer vous-même sur votre machine. Vous n'avez rien installé. Vous n'avez sans doute pas Python sur votre machine. Est-ce que tu peux descendre un petit peu plus en bas, donc sans rien exécuter nécessairement. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, descendre jusqu'à trouver. On va faire un truc. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai un quiz? C'est surtout ça. Voilà. Là, est-ce que tu peux exécuter? Ouais, celui-là. Ouais. Voilà. Donc ça, et puis un seul. Donc là, voilà. Et donc là, après, moi, je fais mon cours sur un quiz et je demande à mes étudiants. Donc mes étudiants, tous, c'est-à-dire, moi, je charge ça. Mes étudiants et mes étudiantes chargent ça en parallèle. On travaille tous ensemble. Et du coup, là, j'ai un petit quiz. Quel est l'indice du premier élément d'une liste en Python? Est-ce que vous savez? Non, réponds la mauvaise réponse. C'est 1, évidemment. Ouais, c'est 1. Allez, vas-y. Voilà. Et là, vous verrez. Et c'est nul comme d'horaire. Voilà. Donc, alors, clique -1 maintenant, parce que la bonne réponse. Ah non, du premier élément, c'est 0, pardon. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est tout bête. Alors, c'est un fichier JSON qui contient les questions, les réponses. C'est marqué bonne réponse, mauvaise réponse. Un étudiant peut facilement récupérer les réponses. Mais là, je fais du cours live, donc je m'en fous qu'ils trichent. Ce que je veux, c'est leur poser une question, les amener à réfléchir. Et via ce petit système de quiz, vous voyez que c'est assez sexy, ça marche bien, c'est facile, quoi. Voilà. Et donc ça permet aussi d'avoir un peu d'interactivité avec mes étudiants, de changer de l'interactivité qui est purement du code. Et vous voyez, après, on a une série d'exercices. Et encore une fois, l'intérêt du notebook, c'est qu'on raconte une histoire. Bon, là, je raconte une histoire sur les jours de la semaine, on ne va pas s'emballer. Hein, mais voilà. Mais par exemple, on va commencer à extraire les premières et dernières bases d'une séquence d'ADN. Donc là, j'arrive sur un enseignement plus authentique, puisque je vais parler à des biologistes. Des chimistes savent aussi ce que c'est qu'une séquence d'ADN. Et évidemment, tous aussi, et toutes, vous savez ce que c'est. Mais donc voilà un petit peu ce que moi, ça m'amène à faire. Donc moi, ce que je trouve vachement intéressant, est-ce que tu peux revenir sur la présentation, s'il te plaît? Vous irez explorer ça par vous-même. C'est que vous avez la capacité de l'explorer, même si vous vous en foutez de la bio et du Python, mais vous pouvez, si vous êtes curieux, aller voir. Et donc, moi, j'ai posé la question à mes étudiants, donc c'était en début 2024. Je leur ai dit, bah voilà, où est-ce que vous utilisez Jupyter Lite? Donc, ils disent tous quasiment, ils me disent sur un ordi des salles de TP, ou alors des ordinateurs en dehors des salles de TP. Donc, ça peut être en bibliothèque, les PC en libre service. On a aussi à l'université des PC fixes en libre service. Et encore une fois, il n'y a pas Python installé dessus et certainement pas Jupyter Lab. Donc, au moins, ça me permet qu'eux, ils puissent continuer leur TP sur leur ordinateur personnel. J'ai aussi 3 personnes sur une tablette. Alors là, je ne sais pas comment il a fait. 2 personnes sur un téléphone portable.
Honnêtement, j'ai testé, on voit pas, c'est vraiment tout petit. Mais j'ai la vue qui baisse, donc sans doute ça un petit peu. Voilà, donc ce que tu peux. Et donc après, on leur demande est-ce que vous avez apprécié de pouvoir travailler sur vos TP de programmation sans en installer sur vos appareils personnels. Bah, tous, enfin la majorité sont plutôt OK. Je n'ai un qui est sans doute plus geek que les autres qui dit bon voilà, qui voulait peut-être installer les choses, je sais pas. Ça c'était. Tu l'as installé, tu s'est retrouvé un bug post-it. C'est ça, c'est ça. Ben non, moi je vais le faire moi-même. Voilà. Et puis le dernier feedback, voilà, je leur demandais un peu des commentaires libres. Et ce qui était intéressant, c'est que voilà, il n'y a pas d'installation. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut peut-être plus les guider, plus vraiment insister. La prochaine fois, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo où je leur montre. Vous allez sur cette URL-là, vous cliquez sur ce lien-là dans Moodle. Moodle, c'est notre LMS, donc notre gestionnaire de contenu pédagogique. Vous cliquez là, ça ouvre une page sur votre navigateur. Et ensuite, à gauche, vous avez les différents notebooks. À droite, vous avez un... Voilà. Refaire plus une vidéo d'introduction que je fais en live. Mais c'est vrai que j'ai eu des étudiants qui ne pouvaient pas être là à la première séance. Bah, ils arrivent en deuxième séance, ils sont un peu largués, c'est un peu rapide. L'interface de Jupyter Lab, je pense qu'on est tous d'accord, des fois... elle est prenante dans le sens où il y a plein de choses à regarder, plein de choses à voir, à explorer. Et ça, maintenant, je sais, je vais faire une petite vidéo, 10 minutes, même pas 5 minutes, juste je lance et j'explore. Voilà, Ouais, si c'est juste un notebook, tu peux également exposer le notebook. Exactement. Ouais. Voilà. Donc voilà, bah voilà, toi, je crois que j'ai fini là-dessus. Ah oui, alors les prochaines étapes, donc là c'était sur 40 étudiants. Nous, à la rentrée septembre 2025, on va passer sur un cours de simulation en biologie qui sera fait en Python. Donc ça s'adresse vraiment à des étudiants biologistes qui n'ont aucune, on va dire, pas de grandes compétences en informatique. Et donc là, on va faire ça pour 250 étudiants d'étudiants de L2 et 150 de L3. Donc, l'intérêt de Jupyterlite dans ce contexte-là, c'est que le déploiement est toujours le même. Je vais changer le contenu, vous l'avez compris, mais je n'aurai pas de souci de dire mais il faut que je voie les informaticiens ou la DSI pour récupérer un gros serveur qui puisse héberger tout ça, etc. Non, c'est toujours un serveur web. Donc, c'est toujours Jupyter Hub, c'est toujours GitHub Pages, donc c'est facile à déployer. Voilà. Oui, Et comment on fait pour servir uniquement un notebook ou pas toute l'interface Jupyter? dans l'URL, tu peux le faire. Quelle version utilises-tu? Oui. Alors, en fait, là, c'est même plus simple. Tu peux cliquer sur Notebook. Ouais, on reste avec la barre du choix. Avec la barre. Ah oui, la barre. Ouais. Alors après, C'est juste d'afficher vite dans le document. c'est possible de faire ça. Bah là, Ouais. Hop. là tu reviens sur le notebook classique. C'est voilà. Si tu as connu. C'est le notebook classique. Je pense qu'il y aurait la possibilité d'enlever davantage de choses, c'est-à-dire enlever la toolbar par exemple, le menu, juste le notebook, c'est ça? Ouais. Juste avoir juste le document avec les cellules. Ouais, d'accord. Moi, épuré. Bah, en soi, ce serait possible. Là, actuellement, via l'interface, je pense pas que ça soit le cas, mais s'il y aurait besoin, pourquoi pas. Il me semble que c'est possible de. Oui, voilà. Il y a des choses qui sont faisables que via le menu, même si, Regardez le passage. tu vois, par exemple, exécuter. Ouais, voilà, exécuter une cellule, pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de le faire via que le notebook, parce qu'il n'y a pas de bouton exécution ici, il faut passer par celui-là. Ou par un raccourci clavier. Ou par un raccourci clavier, ouais. Tu as raison, faire un bouton exécute, ça serait utile. C'est possible, ouais. Et donc là, par contre, c'est vrai que moi, j'envoie mes étudiants sur le Jupyter Lab complet. Donc, effectivement, je vous ai dit, des fois, il faut ouvrir tel truc, machin. Si je veux leur envoyer vers un notebook particulier, vous voyez, le lien, là, il a changé, l'URL a changé. J'envoie ce lien-là, par exemple, dans Moodle, ou j'envoie par mail à mes étudiants. Que l'ouvrir. Cliquent là-dessus, et ils ont juste ce notebook-là qui va se charger avec un Python, etc. Ça permet de le partager facilement. Ouais. Et ça évite, des fois, la confusion qu'il y a autour de Jupyter Lab, qui est une interface riche qu'un IDE, en fait. Non, donc, ouais. Après, ici, c'est quand même possible d'avoir, par exemple, sur la gauche, une table des matières. Donc ça, c'est optionnel et par défaut, c'est pas affiché pour éviter de rencombrer l'espace. Ouais. Il faudrait voir si tu pouvais le passer en paramètre de l'URL. Certaines options. Ça pourrait être le cas, ouais. Ok, on va continuer. Il nous reste 5 minutes pour le reste. quelques diapos. Oui. Donc là, on en arrive un peu à l'aspect pratique. Donc, si vous souhaitez, on peut essayer de déployer un Jupyter-Lite sur GitHub. Et en fait, pour rendre la chose plus facile, il existe des repos templates
Alors attendez, je vais regarder la slide après. Ouais. Est-ce qu'on n'avance pas là jusqu'à la fin des diapos et puis après Et on revient là-dessus. Ouais, Si jamais il y a pas, c'est bon, ouais. Et j'ai également mis une slide pour GitLab, si vous êtes plus dans GitLab. Voilà, il suffit d'avoir juste 2 scripts. Voilà, un pour installer la CLI de ShooterLight et un pour faire le build. Voilà. Et utiliser GitLab Pages. Il y a de la doc là-dessus. Voilà. Donc dans le pire des cas, vous pouvez aller sur la doc et c'est assez simple normalement. Voilà. Et donc oui, on voulait rajouter un peu une section là-dessus sur tout ce qui est reproductibilité avec cette approche de JupyterLight. Et voilà, discuter un petit peu de ça, étant donné que c'était également un sujet dans les présentations précédentes de ce que ça permet de faire en fait en termes de conservation aussi, de tout ce qui est recherche, analyse dans le temps. Donc là ici, un des aspects fondamentaux, c'est vraiment le fait que WebAssembly est un standard web. Donc on sait que, du point de vue historique, les navigateurs ont tendance à ne pas casser les sites web. Donc là, en fait, il faut vraiment se baser sur ce supposé qu'un site actuellement développé va fonctionner dans 10 ans, par exemple. Voilà. C'est un peu l'idée derrière ça. Et comme WebAssembly est un standard, on fait la supposition que les navigateurs vont continuer à supporter WebAssembly, voilà, donc dans le futur lointain. Voilà. Et voilà, on peut mettre ça en comparaison avec des architectures CPU qui peuvent être... voilà, ils peuvent prendre plus de liberté pour changer 2-3 choses. Il n'y a pas forcément... voilà, ça peut évoluer de façon un peu plus arbitraire. Le web est un peu la plateforme sur laquelle les choses se standardisent par rapport, par exemple, aux systèmes d'exploitation. Voilà. Et aussi le fait que vos navigateurs web fonctionnent comme des machines virtuelles d'une certaine manière. Il y a aussi ça. Et donc il y a un encapsulage des choses, une isolation qui fait que ça pourrait servir ça pourrait aider pour la reproductibilité. Après, ça reste à prouver et la seule preuve qu'on puisse avoir, c'est le temps. Ouais, quand J'aimerais bien vraiment que vous fassiez trop de pub là-dessus. Moi, je vais militer contre. Pour la même raison que je milite contre l'idée que l'image Docker que garantit la répartibilité. Le problème étant que si je veux simplement refaire un calcul et de voir si ça va le même résultat, c'est très bien. Dans la plupart des cas, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose que je fais, je veux, avec les mêmes données et les mêmes codes, faire autre chose. Et là, je suis sûr qu'il me manque un truc épique. Donc, je ne vais pas le rajouter. Ouais. Donc, en fait, ce qu'il me faut absolument, c'est bien de proposer que ce soit une capsule comme ça, le Docker, c'est très bien, mais il faut que je puisse la recréer moi-même avec des ajouts, des modifications. Donc, il faut que la capsule soit elle-même reproductible. Donc la recette de la capsule. Oui. D'accord. Et par exemple, pour une image Docker, je peux le faire, mais pas avec un Docker standard, c'est pour compliqué. Ce coup, je peux jamais être sûr. Mais par exemple, je peux créer une image Docker avec X, c'est très bien, c'est reproductible. Ouais. En fait, globalement, quand on image Docker, la recette est que voilà un Dockerfile qui commence avec autre chose qu'une image Docker existante. Donc, je prends comme source uniquement des éléments que je crée avec Iterability. Ouais. Et donc là, c'est pareil. Donc, si vous vendez ta reproductibilité, alors où il faut que ce soit reproductible de la capsule elle-même, et sinon, j'aimerais bien une appeta reproductible, parce que tout le monde va le croire. Et 3 ans plus tard, ils vont se rendre compte que c'est pas vrai. C'est comme des condas. Condas qui vendu comme reproductibilité, etc. Ça ne marche pas, tout le monde se rendait compte. Tout le monde était maintenant complètement convaincu que c'est impossible, parce qu'on investit pas l'effort dans le condas, ça n'a pas marché, on va pas être prêt. Donc, c'est comme pour... Ok, donc avec plein de guillemets ou alors avec un autre. Ouais. C'est ça? Non, en fait, le problème n'est pas dans le groupe. Le problème, c'est que... Non, c'est l'encapsulage du Jupyter Light. C'est ça. Le problème, c'est que la reproductibilité doit aller jusqu'au code source. Juste à quelque chose qui ne change. Qui était Voilà. Là, je pense... Puisse de refaire toutes les étapes, mais pas seulement la dernière. Sinon, en pratique, c'est fait joli, mais ça ne me met pas. Là, les problématiques sont très très similaires, effectivement, à ce qui est toutes les discussions d'avant avec Conda ou même n'importe quel autre package manager. En fait, ici, la différence, c'est vraiment où ça s'exécute. Et là, donc là, c'est vraiment le navigateur. Je ne suis pas vraiment vraiment. C'est juste une capsule non modifiable, elle n'est pas suffisante. Voilà. D'accord. Là, après, c'est la définition de reproductibilité. Je compromis, mais ce n'est pas vraiment ce qui est nécessaire pour un temps élogieux. Il faut que je puisse reprendre les calculs et après me baser là-dessus, explorer les données autrement, à rajouter mon propre code, etc.
Donc, si je peux simplement exactement refaire ce que quelqu'un d'autre a fait, ça va créer des bénéfices, franchement. Oui, contre la faute, bon, c'est pas le plus. Pour l'ignorant, n'est pas la faute. Pour l'ignorant, c'est que moi, je copie un truc. Moi, je pense que c'est. Je dis si quelqu'un de ça. La réalité, c'est toujours autre chose. C'est une erreur. Et quelqu'un qui veut explorer et corriger mon erreur, donc pouvoir modifier le code, pas seulement le retour de faire pour les jobs. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il faut que tous ces trucs-là, si c'est un. J'aime bien, hein, c'est pour un premier approche, c'est très bien. Mais si il faudrait derrière, ce que vous avez montré, là, le stack de build, il faut que ce soit pour les. C'est faisable. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Non, non, c'est pas le cas. Ouais. Mais oui, on pourrait peut-être mettre vision devant, comme quelque chose dans le futur, voilà. Quelque chose vers laquelle. Edward. Voilà, Words. Bon, très bien. Il faut faire les diapos. On accélère, mais pour. Ça peut-être que. Ouais, enfin. L'idée, c'était de montrer comme quoi on peut. Là, ce qu'on a, c'est un ensemble de fichiers qui est hébergé sur GitHub, mais on peut quand même le récupérer. Voilà. Donc, il est buildé, donc il y a une CI, on peut le récupérer, le télécharger. C'est juste un zip, et ensuite, on a tous les fichiers à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Et ensuite, il suffit de extraire et de démarrer un serveur en local, par exemple. Voilà, là, on vous montre comment, si vous avez mis ça sur GitHub Pages, le récupérer, l'exécuter sur votre machine, donc indépendamment de GitHub, ou le mettre sur n'importe quel serveur web pour avoir la même chose, voilà, que sur GitHub Pages. C'est ça. Donc voilà, vous avez la recette, tout est expliqué en vidéo, pas à pas. Et par rapport à tout ça, l'export, import, être capable de refaire tourner, dans le futur, on imagine probablement avoir la possibilité de faire ça depuis un Jupyter-Lite, c'est-à-dire qu'on est ici, on veut avoir tout ce qu'on a ici et l'exporter pour tout ce qui est portabilité. On espère pouvoir intégrer ce genre de fonctionnalité dans Jupyter-Lite également. Voilà, il y a eu plein de choses, il y a plein de docs partout. Ça fait beaucoup d'informations, mais si vous voulez retrouver cette présentation, elle est sur GitHub, et les slides, c'est sur GitHub. Vous avez le lien tout de suite sur le Pink MyPad, vous verrez vous avez déjà accès à tout le matériel. Voilà. Et c'était la fin. Ouais.